Propos introductif de la journée. Quand on peut faire compliqué, et ben pourquoi faire simple? Prolégomène, bon, c'est un mot un peu barbare, mais qui signifie tout simplement qu'on va tenter, là, avec Aurélie, de poser un peu les bases rudimentaires, des principes élémentaires de ce qu'on va questionner tout au long de la journée, de ce sur quoi on va vouloir vous faire un petit peu réfléchir. Et ce sur quoi on va vouloir vous faire réfléchir, ben, en fait, ils tiennent en quatre mots, quatre concepts, quatre catégories: la culture, l'environnement et leurs droits, donc les droits culturels et le droit de l'environnement. Donc, avec Aurélie, en fait, on s'était dit que dans l'ordre de cette petite présentation, il serait peut-être préférable de commencer par un élément qui vous est plus ou moins peut-être commun. L'environnement, c'est un mot qu'on utilise parfois à tort et à travers. Donc, il serait pas mal peut-être de commencer un petit peu par des définitions rudimentaires concernant le droit de l'environnement, puis l'environnement, et en vérité, commencer par là va nous permettre de faire un pont plutôt solidement établi, en vérité, entre la notion d'environnement et la notion de culture, et derrière, les droits culturels. Et donc, sans transition, premier état de questionnement, qu'est-ce que le droit de l'environnement? Alors, je suppose que dans la salle, toutes et tous, vous avez plus ou moins d'affinité avec la catégorie. Bon, je pense avec Nathalie particulièrement, qui a beaucoup d'affinité avec ce concept du droit de l'environnement, cette branche du droit qui est le droit de l'environnement. Et Nathalie n'est pas la seule, je le suis, mais vous aussi, vous l'êtes dans une certaine mesure. Vous avez peut-être une idée, un imaginaire, vous êtes fait un imaginaire de ce que serait le droit de l'environnement selon vous. Bon, il s'avère que quand on observe un petit peu ce que dit la pensée juridique, donc un petit peu spécialiste de ce que serait le droit de l'environnement, bah, on est assez vite confronté à une observation, c'est que la pensée juridique, on a l'impression que bon, bah, c'est quelque chose d'assez unique, unitaire. En fait, il n'en est rien, parce qu'en fait, quand on gratte un petit peu, on se rend vite compte que bah, la pensée juridique, en fait, c'est plein de courants, et dans ces courants, bah, s'expriment plein de conceptions un petit peu différentes du droit de l'environnement, parfois même antinomiques, contradictoires entre elles. Et en vérité, le sentiment que ça peut générer, c'est un sentiment de perplexité. Bonjour. Bonjour. Non, non, il n'y a pas de souci, je vous en prie, installez-vous. Donc, sentiment de perplexité. Un sentiment de perplexité qui se prolonge si on gratte, on va dire, dans la souche mère de ce qu'est la branche, enfin, de ce qu'est une des branches du droit, donc le droit de l'environnement. La souche mère, c'est le droit. Je trouvais ça amusant, en fait, de vous référencer une entrée d'un bouquin de Gustave Flaubert. Alors, Gustave Flaubert, c'est un écrivain français hein, du 19e siècle, qui est très très connu pour un de ses romans, donc notamment Madame Bovary, mais d'autres. Et bon, il a écrit d'autres trucs, et notamment le Dictionnaire des idées reçues, qui est un ouvrage qui a été publié mais posthume. Donc il n'est pas fini. Mais il n'est pas fini, mais il contient une, je trouve, très ingénieuse définition de ce que serait le droit. Hein, bon. Il s'est prêté à cette tentative, Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, il a été écrivain, et c'est pour ça qu'il est connu, mais il a fait un court passage en études de droit dans sa première jeunesse. Et il a éprouvé le concept de droit, puis il en traduit quelque chose hein, dans son dictionnaire des idées reçues. Alors il nous dit la chose suivante, et vous allez voir, Gustave Flaubert, il a été confronté visiblement à ce sentiment de perplexité. Alors Gustave Flaubert nous dit du droit, le droit, changement de slide, merci, le droit, on ne sait pas ce que c'est. Et bien vous allez voir que si cette définition contient une dose véritable d'ironie, elle n'est pas si ironique que ça. Et surtout quand on va essayer de gratter ce qu'est le droit de l'environnement et ce qu'est l'environnement. Bon, merci. Et rechangement de salle, parce que ça, on ne va pas avoir le temps. Donc, qu'est-ce que le droit de l'environnement? Alors, on va essayer d'y aller avec une méthode. C'est René Descartes. Alors, René Descartes, il n'a pas dit que des choses, on va dire, très pertinentes, notamment sur la nature et le rapport de l'homme à la nature, mais on y reviendra. Par contre, il nous indique que raisonner avec méthode, bah, c'est pas trop mal. Donc il nous dit que car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Bon, alors nous, pour essayer de déterminer ce qu'est le droit de l'environnement, bah, il y a plein de méthodes hein, de signification du concept. Et il s'avère que nous, on ne va pas avoir à faire tout, à déterminer tous ces chemins-là, ces trois chemins que vous voyez indiqués, parce qu'en fait, la doctrine juridique l'a faite pour nous. Donc, ben, moi, c'est simple, hein, j'ai juste eu à lire un petit peu ce qui se disait. Et ce que j'en ai ressorti, c'est que trois critères permettent, a priori, de définir ce que serait le droit de l'environnement. Donc, trois critères
permettent de faire reposer la notion de droit, enfin de droit de l'environnement sur quelque chose. Une définition qui reposerait sur un critère institutionnel, une définition par l'institution, et une définition qui reposerait sur le but du droit de l'environnement, définition par le but, et par l'objet. Changement de slide, s'il te plaît. Je te remercie. Sans transition, premier critère de définition, le critère de définition du droit de l'environnement par l'institution. Alors, je vous le dis d'emblée, ce critère de définition, il est extrêmement lacunaire, voire même quasi erroné à l'heure actuelle. Donc, très franchement, ne le prenez pas en considération. Il existe, il a été retranscrit au sein de manuels de droit de l'environnement, notamment celui que je vous ai cité ici, donc le précis droit de l'environnement de Michel Prieur. C'est un universitaire français, très connu en matière environnementale, juriste. Et donc dans son précis, donc il a co-rédigé, hein, maintenant il y a beaucoup de rédacteurs qui se sont ajoutés à son précis, il est dit concernant ce critère de définition et cette modalité de définition du droit de l'environnement. Donc le droit de l'environnement serait ne serait que l'ensemble des règles juridiques relatives à l'environnement qui relèvent de la compétence du ministre de l'Environnement ou qui figurent dans le code de l'environnement. Et patati patata, ça on passe. Changement de slide. Merci. Je vous l'ai dit à l'instant, cette modalité de définition me paraît extrêmement limitée. Et je vous en expose quelques items de ces limites. 3 principalement. Définir le droit de l'environnement par le critère notamment de la compétence institutionnelle, et donc là, en l'occurrence, celle qui est visée, c'est les ministres plus celles qui sont dans le Code de l'environnement. Bon, eh bien, ça pose tout de suite la question de ce qu'il en est du droit et maintenant du pouvoir constituant, hein, du droit constitutionnel. Bon, dans le droit constitutionnel, on a quand même la charte de l'environnement. Ce serait quand même assez abscon à l'heure actuelle de ne pas considérer la charte de l'environnement comme étant du droit de l'environnement. Bon, bah, de manière quasiment identique, on peut se poser la question sur ce qu'il en serait, là, pour le coup, des normes environnementales comprises au sein d'autres codes. Parce que le code de l'environnement, c'est une chose, mais il n'existe pas que le code de l'environnement qui comprenne des règles à vocation environnementale. Il y en a plein, hein, des codes qui comprennent des règles à vocation environnementale, on va dire plus ou moins facilement identifiables. Le code de l'urbanisme, par exemple, le code rural de la pêche maritime, le code de l'énergie, le code minier, et on peut même rajouter le code de la commande publique. Donc, il existe beaucoup d'autres codes que le code de l'environnement qui comprennent des normes environnementales. Enfin, qu'en est-il, au vu de cette modalité de définition, du droit international de l'environnement? Bon, le droit international de l'environnement, il est très fourni. Je vous passe toutes les déclarations qu'on peut connaître et qui sont assez connues, là pour le coup, qui ont stimulé de véritables avancées en matière environnementale, la déclaration de Stockholm, de Rio, etc. etc. Nous, ce qu'on va pratiquer au quotidien, juristes en droit de l'environnement français, c'est plutôt du droit de l'Union européenne. Et ça va plutôt être l'usage de directives. On connaît bien aussi ici, directive nitrate, directive eau potable, directive 4 sur l'eau, etc., etc. Bon, bah, vous voyez, cette définition par l'institution, en tout cas telle que relatée dans le précis que je vous ai cité, complètement passée sous silence. Donc, pas satisfaisant. Mais c'est un critère, il existe. Changement de slide. Merci. Là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir développer sur Michel Serres, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Autre modalité de définition, donc, qui repose cette fois-ci sur le but du droit de l'environnement. Donc là, cette modalité de définition-là, elle tend un petit peu à considérer que le droit de l'environnement, et le droit de manière générale, en fait, c'est un instrument de conduite des comportements humains, et de conduite des comportements humains qui souhaiteraient le tendre à donc, ces comportements à s'infléchir eu égard au modèle que la règle de droit véhicule. D'accord? Bon, bah là, pour le coup, c'est la fonction du droit. Mais le modèle que le droit véhicule, bah, lui, il peut être orienté vers un but. Là, en l'occurrence, je trouvais la formule assez évocatrice, donc relatée au sein d'un entretien. Donc ça a été publié, c'est librement accessible d'ailleurs, publié dans la revue Pouvoir, qui est une revue de droit constitutionnel et de sciences politiques. En 2008, un entretien avec Michel Serres, qui est philosophe français, s'est beaucoup penché sur la question, et qui nous dit, Michel Serres, alors lui, il en est persuadé, hein, il dit d'ailleurs même que l'outil juridique, le droit, l'instrument juridique, bah, c'est vraiment presque le seul instrument qui nous reste, en tout cas le seul en qui il a foi. Parce que l'économie dit ça n'a pas marché et d'autres non plus. Donc là, il dit, Michel Serres, le droit, carrément, il peut sauver la nature. Bah, vous allez voir qu'en fait, cette finalité-là, au vu, évidemment, bonjour, au vu de l'emprise que peut avoir la main de l'homme sur la destruction de la nature, mais en fait, le droit de l'environnement peut complètement être finalisé et se définir par rapport à cet unique critère qui vise finalement à sauver la nature. Et je vous demande ça, et merci.
Donc, je vous ai calé quelques définitions, exemples de définitions qu'on peut trouver ici et là, soit dans des manuels, soit dans des fiches d'orientation d'Alloz. Alors là, celle-là, je la trouvais particulièrement intéressante. Mon défi, d'Alloz, très rapide présentation, très brève présentation. Dalloz, c'est une maison d'édition juridique qui est très, très, très connue pour éditer, vous savez, ces codes rouges qui vous ont été présentés d'ailleurs dans une slide précédente. Le code de l'environnement, c'est le gros code rouge, là, avec couverture rouge. Dalloz, c'est la maison d'édition qui édite ces codes-là. Mais Dalloz, depuis bien longtemps, ne fait pas que ça, ne fait plus que ça, et édite notamment sur son site internet des fiches d'orientation plutôt à destination des étudiants qui souhaiteraient s'introduire à la définition de certaines notions, de certaines disciplines, etc. Bon, il s'avère que Dalloz a publié une certaine définition du droit de l'environnement, il me semble, qui repose complètement sur le critère du but. Donc, Dalloz, en tout cas, sa fiche d'orientation dit la chose suivante: le droit de l'environnement a pour objet, alors là, objet se confond un petit peu avec but d'ailleurs, hein, a pour objet la protection et la préservation de la nature par une utilisation sobre et responsable des ressources, la lutte contre les nuisances, patati, patata. Là, vous voyez bien que le droit de l'environnement, sa définition, son essence, repose sur son but qui est protéger, préserver la nature, grosso modo. Merci. Bon, évidemment, cette fiche d'orientation, on va dire, découle d'autres définitions qui ont été données en doctrine, dans la pensée juridique. Je vous passe celle de Michel Lisfax, malheureusement, on n'a pas le temps, pourtant c'est un personnage très intéressant dans l'environnement, mais on va tout de suite aller sur celle de Michel Prieur. Michel Prieur, je l'ai déjà cité. Dans son précis de droit de l'environnement, lui nous dit que, grosso modo, je passe très rapidement, le droit de l'environnement, c'est un droit pour l'amélioration progressive de l'environnement. Et Marianne Molière-Dubos, donc là, qui est une autre juriste, maître de conférence à l'université Lyon 3, elle va nous dire dans son manuel de droit de l'environnement que le droit de l'environnement, c'est un droit finalisé, organisé autour d'un objectif particulier. Le droit de l'environnement est un droit pour l'environnement, mais en réalité un droit pour la protection de l'environnement. Bien. De la même manière qu'on a questionné l'existence de plausibles limites du précédent critère, vous savez, le critère de définition par l'institution, on va faire le même exercice pour le critère du but. Merci. Et il me semble, en tout cas avoir observé dans la doctrine, que ce critère-là pouvait poser question et pouvait poser cette question. Le droit de l'environnement n'est-il qu'un droit de restriction, ou bien est-il plus fondamentalement un droit de conciliation? Si on estime que le droit de l'environnement, c'est un droit quasi exclusivement de restriction, en fait, on se situe un petit peu dans la lignée qu'on peut tirer de le droit de l'environnement est un droit finalisé, dont le seul et unique but est la protection de la nature, la préservation de la nature. Bon, et en fait, ça en fait un droit principalement de restriction de l'usage de nos libertés à nous, de nos libertés humaines, en vue de la préservation de la nature, en vue de la préservation d'un certain ordre public écologique. Bon, alors est-ce que c'est que ça, le droit de l'environnement, ou bien c'est autre chose? Et si c'est autre chose, c'est quoi en termes de conciliation? Il s'avère qu'une décision du Conseil constitutionnel est très très intéressante en ce sens, puisqu'elle vient nous préciser un petit peu l'état de sa réflexion. Décision du 28 avril 2005, je vais vous la citer très rapidement. On est comment en termes de temps? Il est 27. Lol. Considérant qu'au terme de l'article 6 de la Charte de l'environnement 2004, je vous en ai parlé, la Charte de l'environnement, droit constitutionnel, et donc le Conseil constitutionnel cite cet article 6, les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Le Conseil constitutionnel reprend la parole, qu'il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. On peut observer que sur la base de l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui pose comme principe juridique la promotion du développement durable, le Conseil constitutionnel en dégage un principe juridique de conciliation qui, me semble-t-il, est un principe assez matriciel, finalement, de ce qu'est le droit de l'environnement et structurel de comment on doit raisonner en matière de droit de l'environnement français, en tout cas, c'est la conciliation entre une valeur environnementale, une valeur économique et une valeur sociale.
Et donc, sans transition, dernier critère de définition du droit de l'environnement, critère qui reposerait sur l'objet, grosso modo, le champ d'application du droit de l'environnement. Bon, et là, je vais vous passer la définition que retient Michel Prieur. Je vais directement en venir à celle que retient Marianne Dubos, que je vous ai citée tout à l'heure dans son manuel. Grosso modo, elle nous dit qu'en fonction de ce critère de l'objet, on peut définir le droit de l'environnement de la manière suivante, comme étant l'ensemble des règles existantes relatives à l'environnement. Bon, à la lecture de cette définition, moi j'ai un goût de trop peu. J'ai un goût de trop peu, mais c'est un petit peu normal parce que là j'ai l'impression quasiment d'avoir défini le droit de l'environnement de manière tautologique. Alors le droit de l'environnement, c'est l'ensemble des règles qui correspondent, enfin en tout cas qui portent sur l'environnement. Ouais, mais là il manque quelque chose de gros. Il manque quand même la définition de ce qu'est l'environnement. Pour l'instant, on s'en est pas occupé. On va s'en occuper juste après. Merci. Fin et tentative. Fin et tentative, alors c'est une tentative qui n'est pas personnelle, c'est une tentative qui a notamment été initiée par certains juristes de la pensée juridique moderne. Je pense à un ancien professeur que j'ai eu qui s'appelle Eric Nangisbert, qui, on va dire, à l'occasion d'une discussion informelle, m'avait donné notamment cette idée de définition, qui serait une définition syncrétique. Alors syncrétique, pareil, hein, c'est un mot barbare, pourquoi faire sync quand on peut le faire compliqué. Syncrétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire définition qui va se tenter de fusionner différents éléments qui bon, voilà, sont plus ou moins sous tension. Et donc là, en fait, on va essayer de réunir avec les différentes limites et avantages des différents critères définitionnels qu'on a entrevus précédemment, on va essayer d'entrevoir une définition qui pourrait un petit peu les mêler. Et donc, en ce sens, peut-être que l'on pourrait dire que le droit de l'environnement, c'est le cadre juridique à la conciliation entre les nuisances générées par le fait d'un environné et son environnement. Vous voyez, là, pour l'instant, on ne se mouille pas. On ne dit pas ce qu'est un environné, on ne dit pas ce qu'est un environnement. Et on y reviendra. En vue de l'atteinte d'un certain équilibre entre la protection mise en valeur de l'environnement, vous savez, les trois valeurs qu'on retrouve, l'environnement, le progrès social et le développement de l'économie. Bon, mais trois petits points de suspension parce que, bah, vous l'avez vu, il y a des divergences et cette définition-là n'est absolument pas absolue, elle est, comme toutes les autres, susceptible de critique. Voilà. Ça suffit. Soit, mais au juste, bon, je vous l'avais un petit peu spoilé, c'est quoi l'environnement? Parce que pour l'instant, on n'y a pas répondu. Et donc là, c'est pareil, on n'a pas le temps, ça squeeze. Qu'est-ce que l'environnement? Bon, tout à l'heure, on a évoqué Gustave Flaubert, son espèce de sentiment de perplexité quand il a dû éprouver le concept de droit, la définition du concept de droit, dont il en a résulté une définition relativement ironique. Bon, et ben, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si ironique que ça, notamment quand on se questionne sur ce que serait la notion, enfin la signification de la notion d'environnement. Et là, ce qu'on va pouvoir constater, notamment dans la doctrine juridique qui s'est intéressée à définir cette notion, ben, c'est que, en fait, les premiers vocables qui ne résistent pas à cette tentative ben, reviennent aux vocables qu'on a entendus dans la bouche de Gustave Flaubert quand il nous dit que le droit, on ne sait pas ce que c'est. L'environnement, selon Michel Prieur, c'est une notion caméléon. Donc, a priori, qui serait susceptible de revêtir plusieurs couleurs de signification, peut-être pas forcément compatibles entre elles. Il nous dit un petit peu plus loin, l'environnement est un mot qui, au premier abord, exprime des passions, des espoirs, des incompréhensions. Incompréhension, autrement dit, on ne peut pas en saisir le sens. Quoi. Des passions, tout ça n'est pas très stable. Des espoirs, bon. Marianne Moliner-Dubost, elle nous dit, d'emblée, l'impossible définition de l'environnement. C'est pour vous dire le mur auquel semble faire face la doctrine, la pensée juridique, quand elle essaye de définir cette notion. En fait, impossible, peut-être pas, mais en tout cas très difficile, ça, on peut, je pense, toutes et tous en convenir. Très difficile, pourquoi? On en revient un petit peu au propos préliminaire, hein, qui était de dire un petit peu cette difficulté auquel s'est confronté Gustave Flaubert, c'est que la notion d'environnement est probablement, donc pour reprendre une formule utilisée par un juriste belge qui s'appelle Chaim Perelman, un théoricien du droit, et c'est probablement une notion à contenu variable. Alors, à contenu variable, pourquoi? Mais très probablement parce que cette notion-là, sa signification, elle est profondément dépendante du référentiel théorique duquel vous vous situez. Autrement dit, de la paire de lunettes que vous choisissez de poser sur vos yeux pour observer les choses du monde. Et en fait, selon la paire de lunettes que vous adoptez, bon, bah, les choses du monde vont vous apparaître un petit peu de manière différente. Bah, c'est pareil avec la notion d'environnement. Sans transition. Merci.
Alors donc, qu'est-ce que l'environnement? On va essayer d'éprouver cette tentative de définition en observant encore une fois ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit sur ce que serait l'environnement. Alors, me semble-t-il, mais j'ai des personnes hautement expertes en la matière qui pourront me reprendre, la notion d'environnement a été introduite pour la première fois dans le dictionnaire Larousse en 1972 et me semble-t-il que c'est la première définition qu'on va trouver en français de ce que serait la notion d'environnement. Environnement, deux points, ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie humaine. Dans le même sens, et un peu plus tard, à peine 10 ans plus tard, Jean Rivero, on pourrait en faire des caisses sur sa présentation, c'est un juriste publiciste de renom qui a dirigé la thèse d'un autre juriste de renom qui a fait une thèse sur la notion juridique de nuisance, s'appelle Francis Caballero. Jean Rivero, bon ça c'est la culture scientifique qui veut ça, et l'universitaire française, a préfacé sa thèse, entre guillemets introduite, en disant la chose suivante: il n'y a d'environnement qu'en fonction d'un environné. Et l'environné, vous voyez, lui, il donne une réponse. C'est l'homme. Soit. Et si l'on prolonge, alors là, attention, ce n'est pas un faux procès que je fais à cet avis de la Cour internationale de justice, mais quand même. Dans son avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires en 1996, la CIJ nous dit la chose suivante de l'environnement. L'environnement n'est pas une abstraction, soit, et tant mieux, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé, y compris les générations à venir. Bon, il me semble qu'il y a un certain pot commun entre ces trois définitions qui se retrouvent derrière. Alors, l'homme, pas tant, vie humaine, être humain, beaucoup plus. Et qui peut être représenté par ce dessin. D'accord? Vous voyez un Homo sapiens sapiens en rouge au milieu, très visible, au milieu et surtout en dehors d'un cercle qui l'entoure, un cercle où vous allez retrouver, grosso modo, des végétaux, des animaux, autres que l'espèce Homo sapiens sapiens. Bon, là, si on va gratter un petit peu du côté des lunettes, que visiblement on a choisi de mettre sur nos yeux pour observer la notion d'environnement et en déduire une définition. Mais me semble-t-il que là, la chose qui revient, c'est que l'humain, tout comme ce dessin, est au centre. Autrement dit, me semble-t-il qu'on a affaire à une définition qui choisit comme acception de signification de l'environnement celle selon laquelle l'environnement résulte d'une vision anthropocentrée. L'homme est au centre. L'environnement, ensemble d'éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie humaine. Le reste, c'est pas ça. En tout cas, selon cette définition. Changement, c'est voilà. Cool. Mais il existe d'autres visions qui peuvent se poser sur ce même objet, l'environnement. Et d'autres paires de lunettes nous permettent de voir cet objet de manière assez nettement différente. Dictionnaire Larousse. Alors ça, je trouve ça assez amusant, puisqu'en fait, on a le même dictionnaire qui, en 72, nous dit une chose, et en 2025, vous allez voir, c'est très différent. Environnement, de points, ensemble des éléments biotiques ou abiotiques qui entourent un individu ou une espèce, et dont certains contribuent directement sur le bien. Bon, là, vous voyez qu'il y a une ouverture qui est faite, qui n'était pas là, en fait, en 72. C'est que là, on parle d'individu, mais on ajoute espèce. Ça ne semble pas réduire, en fait, la définition de l'environnement à la seule vie humaine ou au seul être humain. D'ailleurs, vous voyez, un petit peu conformément à ce nouveau cercle que l'on perçoit grâce à nos nouvelles paires de lunettes, l'être humain, il n'est plus au centre du cercle. Autrement dit, il n'est plus à côté du cercle, mais il est dans le cercle, intégré avec les autres éléments qui l'entourent, ou plutôt qui forment le cercle. Le précis droit de l'environnement, Michel Fayard, qu'on a déjà cité, lui aussi va revenir sur cette définition et va nous en proposer une. L'environnement est l'expression des interactions et des relations des êtres vivants, dont l'homme, pas seulement l'homme, dont l'homme, entre eux et avec leur milieu. Et le droit ne pose pas, en tant que tel, de définition de ce que serait le droit de l'environnement. Par contre, on a un article inaugural du Code qui donne peut-être quelques indices, en tout cas des composantes de ce que serait l'environnement. Bon, cet article-là, donc là, alinéa 1, les espaces, alors, ressources et milieux naturels terrestres, marins, les sons, odeurs qui les caractérisent, les sites, paysages diurnes, les nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité, bon, tout ça, en fait,
ça pourrait peut-être correspondre à quelque chose de pas trop loin de ce que serait l'environnement. Et j'ai bientôt terminé. Mais en vérité, si là, pour l'instant, on a adopté deux paires de lunettes différentes, me semble-t-il que sur ces deux paires de lunettes, on a différents verres aussi qu'on peut revêtir et qui peuvent nous amener à encore plus de subtilité sur ce que serait l'environnement. Et donc, en fait, la notion d'environnement peut inviter, et c'est un petit peu le thème de cette journée, à questionner le rapport entre nature et culture, enfin, la manière dont l'environnement pourrait constituer un pont, justement, entre ces deux notions. Comme nous y invite l'anthropologue français donc Philippe Descola, dans son bouquin Par-delà nature et culture, il nous y invite et visiblement, il y a une incidence, il y a une reconnaissance dans les définitions de l'environnement qu'on va pouvoir retrouver ici et là, de dimensions intégrées culturelles et naturelles au sein même d'un seul concept, le concept d'environnement. Dictionnaire Le Robert 2025, environnement, ensemble des conditions naturelles et culturelles entre parenthèses sociologiques, qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Une chercheuse juriste au CNRS, donc Sandrine Lajean-Dubois, nous dit aussi qu'il y a donc deux définitions possibles du droit de l'environnement, une définition stricte et une définition large, et au sens large, l'environnement inclut, aux côtés des éléments naturels, les éléments culturels, dits artificiels au sens de fabriqués par l'homme, bâtiments, monuments, œuvres d'art. Il regroupe alors l'environnement naturel et culturel et la transition. Ah, et ça ne marche pas, je suis bloqué. Yes! Tout ça pour en venir à interroger donc le concept d'environnement et la manière dont il pourrait constituer un pont, un possible trait d'union entre nature et culture. Le pont étant lancé, Aurélie. Merci. Merci. On fait un relais de passage de diable, si tu veux bien, Thomas. Ouais. Et ben, du coup, voilà, Thomas a beaucoup parlé de lunettes dans son exposé. Et quelque part, moi, derrière le terme de lunettes, je vais peut-être mettre le terme de culture. Puisque selon les lunettes, ou selon du coup, les points de vue, la manière dont on donne du sens aux choses, pardon, et bien voilà, on ne développe pas le même rapport et la même analyse. Oui, excusez-moi, Thomas. Oui. Ma tête, ma grosse tête gêne. Ok, très bien. Non, non, mais je comprends. C'est mieux? Et bah, hop là. Non, mais c'est pas. Il faut changer la slide, donc c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y a déjà, de la même manière que pour l'environnement, de nombreuses définitions pour le terme culture, mais on pourrait s'accorder quand même sur cette histoire de lunettes et de dire donc la culture, c'est ce qui fait sens. Et puisque nous sommes des êtres de raison, de pensée, et que nous développons une relation au monde que nous interprétons, et sur laquelle et que nous communiquons les uns avec les autres. Et donc, de la manière de communiquer cette appréhension du monde, c'est une manière de faire circuler le sens. Un autre postulat de départ qu'on peut poser là dans le cadre de cette journée, en tous les cas, et du coup, du fait que par sa nature humaine, l'homme développe un sens dans sa relation à son environnement, on peut dire que toutes les activités sont culturelles au sens anthropologique, puisque la manière dont on mange, dont on habite, dont on s'habille, dont on voyage, dont on échange, dont on circule, est culturelle. Elle n'est pas la même que l'on soit avec un référentiel culturel à un endroit ou à un autre de la planète. Et donc, toutes nos activités sont culturelles. Et donc, on va adopter pour la journée, en tout cas dans le cadre de cette journée, cette approche large aussi, voilà, de la définition de la culture qu'on dit au sens anthropologique. Et je vous en ai donné une définition qui a été énoncée lors de la conférence mondiale des politiques culturelles en 82 et qui, en gros, est celle adoptée par l'UNESCO, pas tout à fait peut-être dans les mêmes termes, mais en tous les cas, en gros, ça recouvre toutes les notions. Donc, cette définition qui est large dit « La culture dans son sens large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe
outre les arts et les lettres, donc là c'est une petite blague par rapport à la France, parce qu'en France on a un ministère de la culture, mais en fait on pourrait dire qu'on a un ministère des arts, puisqu'on est vraiment dans cette définition très restrictive de la culture là pour le coup, mais la définition anthropologique est plus large, et donc ouvre, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et cette définition large, c'est celle qui va être adoptée pour réfléchir la notion de droit culturel. Donc, vous avez vu, moi je fais l'inverse, c'est-à-dire on part de la culture et on va vers le droit. Je peux changer de slide. Donc, les droits culturels, déjà, c'est un cadre politique avec un certain nombre de principes de fonctionnement qui se déclinent donc de manière juridique et qui s'inscrivent dans l'ensemble des droits humains et de l'environnement. Donc, dans les instruments, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi, on les retrouve aussi nommés, ces droits culturels, dans le PIDESC, donc le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et aussi dans le PIDCP, donc dans le Pacte international des droits civils et politiques. Et en France, on les retrouve dans la loi NOTRe et la loi LCAP, donc liberté de création et du patrimoine. Non, tu peux rester sur la slide d'avant. J'essaie de courir, mais voilà. Et donc, d'une manière assez générale, dans l'ensemble de ces textes, la manière dont on aborde la notion de droit culturel, c'est de dire que les individus doivent avoir la liberté de participer à la vie culturelle et pour ce faire, d'avoir accès à des ressources qui leur permettent de constituer leur identité culturelle. Donc, par exemple, dans le Pacte international des droits civils et politiques, l'article 27 précise la protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées. Puisque, on verra un petit peu plus tard, mais souvent, les droits culturels, en tous les cas, ont été aussi un outil mobilisé par certaines minorités culturelles dans le monde pour préserver aussi leur espace de vie. J'y viendrai après. Voilà. Une dernière chose qui est importante de souligner, c'est que, donc, comme ils font partie de cet ensemble des droits de l'homme, on dit que les droits humains sont universels, donc pour tout le monde, indivisibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les considérer les uns en dehors des autres, et interdépendants, ce qui veut dire qu'ils sont à considérer les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est une notion qui est très importante, mais je vais la développer un petit peu plus tard, mais je vous demande de la garder dans votre tête. Tu peux y aller. Une autre chose qui est importante dans les droits culturels, c'est qu'ils ont été pensés en étroite relation avec la notion de diversité culturelle. Donc, cette notion de diversité culturelle, elle considère que voilà, on est nombreux sur cette planète et que la culture de tout à chacun, l'identité culturelle des personnes est marquée par leur parcours, mais aussi par leur territoire de vie. Et c'est l'ensemble finalement de ces cultures, de ces diversités du fait de nos parcours qui sont individuels et collectifs, mais aussi de la diversité des territoires et donc des ressources et des référentiels auxquels on va être confronté pour constituer notre identité culturelle, qui va créer le terreau d'une richesse propice à l'échange, et que c'est ce qui va nous permettre de créer collectivement un patrimoine culturel de l'humanité. Et ce patrimoine, cette richesse de diversité, va être une source d'échange, et c'est cette source d'échange, cette richesse de diversité, qui va nous permettre de créer ce patrimoine et de le faire évoluer au fur et à mesure des échanges qu'on va pouvoir avoir, et d'être innovant. Ce qui veut dire que aussi l'humanité n'est pas figée, elle ne cesse d'évoluer, et elle cesse d'évoluer aussi du fait de ces frottements entre diverses cultures. Donc c'est très important, et ce qui amène à dire qu'une activité culturelle, elle est considérée comme telle à partir du moment où elle est porteuse d'identité, de valeurs et de sens. Slide suivante. Donc, la réflexion autour des droits culturels, elle est portée au sein de l'UNESCO, et elle est aussi alimentée par tout un tas de travaux qui sont portés par la société civile, et notamment un groupe de travail qui s'appelle le groupe de Fribourg, qui est un ensemble de chercheurs qui ont participé, enfin certains en tous les cas, à la chaire de travail sur les droits culturels de l'UNESCO, et qui ont posé un certain nombre de grands principes qui animent ces droits culturels,
et sur lequel la société civile continue à travailler pour surtout chercher à comment est-ce qu'on les met en œuvre et comment on les rend efficients. Mais du coup, l'UNESCO a reconnu aussi le travail de ce groupe de travail. Et il pose ce principe, cette phrase, je trouve, qui contient à peu près tout, finalement, quelque part, qui dit « Les droits culturels désignent les droits, liberté et responsabilité pour une personne, seule ou en commun, avec et pour autrui, de choisir et d'expérimenter son identité. » Donc, si je découpe un peu, les droits culturels, c'est des droits, donc évidemment, comme tout droit, enfin après là, il y a des juristes dans la salle, donc je prends des grosses précautions, ils mettent en place un certain nombre de libertés, ils garantissent un certain nombre de libertés, mais aussi des devoirs, des responsabilités. Donc, il y a cette articulation pour une personne seule ou en commun, parce que les droits culturels, ils sont toujours pensés pour, comme on l'a dit sur la diversité culturelle, pour créer son identité culturelle, pour se construire son identité culturelle. Elle est propre, elle est individuelle, elle est à chacun, mais elle se fait en relation avec d'autres et évidemment, elle peut constituer des ensembles culturels qui vont aussi être amenés à défendre cet ensemble culturel fait d'un ensemble d'identités. Donc, les droits culturels sont toujours en train d'observer cette relation entre l'individu, la manière dont un individu se construit son identité culturelle et la manière dont l'ensemble de ces identités crée aussi du commun et comment ce commun peut être aussi à défendre par rapport à d'autres communs qui pourraient être différents. Donc, toujours cette notion d'articulation et aussi de liberté d'individu par rapport au collectif. Avec et pour autrui, c'est-à-dire, évidemment, pour se construire son identité culturelle, on le fait avec d'autres pour s'enrichir, mais aussi pour autrui, parce que c'est ce que je disais sur le patrimoine commun de l'humanité. Évidemment, ce qu'on construit à un moment, ça va avoir aussi des incidences pour les autres, et la manière dont on le construit pourra avoir aussi des incidences sur d'autres qui ne participeraient pas à cette reconnaissance, en tous les cas, d'être des contributeurs à ce patrimoine commun de l'humanité. Et de choisir, ça c'est très important cette notion de choix, puisque le choix, ça veut dire que par rapport à l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition, auxquelles on est confronté dans sa vie, on a le droit de les prendre, mais aussi on a le droit de ne pas les prendre. Ce qui est très important parce que quand on se dit qu'on fait partie de communautés, on est dans des communautés, et parfois il y a des communautés très fortes, et donc qui nous mettent à disposition des ressources, mais on a le droit de les faire siennes, et on a le droit de les refuser, et on a le droit de prendre d'autres ressources, et d'aller dans d'autres communautés, sur lesquelles on trouverait plus d'affinité. Donc cette notion de choix, elle est extrêmement importante, et d'exprimer son identité, donc le fait de pouvoir le dire, d'être reconnu aussi comme porteur de culture, de pouvoir l'exprimer et d'être respecté du fait de cette expression. Voilà, donc du coup, voilà, pour résumer, ça implique évidemment des capacités d'accès à des références culturelles, slide suivant, qui permettent le processus d'identification, des droits et des libertés de participation, mais aussi de contribution, puisque à partir du moment où on est reconnu comme un être producteur de culture, à notre tour, puisqu'on est un melting pot de tout, la manière dont on a absorbé ces ressources et on les fait siennes et on les redistribue, donc on est porteur de culture et on contribue à la représentation symbolique du monde. Et donc, il vise à évidemment développer la progression de la liberté en interaction avec les autres et non pas en concurrence, dans le respect des autres, donc des responsabilités aussi, et de développer le pouvoir d'agir. Je vais un peu plus vite. Tac, slide suivante. Voilà, donc en fait, ces droits culturels, ils ont été un peu résumés, entre guillemets, ou organisés par la Déclaration de Fribourg de 2007. Hop, slide suivante. Et donc, elle s'appuie sur 8 droits qui sont liés, donc voilà, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, mais à l'identité, à la diversité, à l'accès aux ressources et au patrimoine culturel, à la communauté, se référer ou pas, à la participation à la vie culturelle, à l'éducation, vu qu'on devient porteur de culture, on peut aussi participer à l'éducation, évidemment en recevoir et la donner, à l'information et à la coopération. Je suis désolée, je vais un peu vite puisqu'on est un peu en retard. Merci. Voilà, donc pour résumer, je résume vite puisque c'est ce que je viens de dire.
Ah oui, non, il y a quand même un truc que j'ai oublié, c'est un processus, parce que ce qui est très important dans cette notion de processus, c'est que, évidemment, notre identité culturelle, elle n'est pas figée et elle se construit tout au long de notre vie. Et donc, c'est très important, notamment dans ces notions de communauté. On n'est pas à un endroit et on y reste toute sa vie, on a le droit de bouger et d'évoluer. Donc, c'est vraiment un processus, c'est un dialogue continu entre le jeu et le nous, voilà, donc un cadre éthique. Et maintenant, pour faire la transition avec ce qui nous anime de la journée, de ce lien entre environnement, culture, droit culturel et droit de l'environnement, ce qui est très intéressant dans les droits culturels, c'est que c'est un interstice fécond de dialogue et de négociation autour de l'effectivité des autres droits humains. Et donc, à partir de cette gymnastique, donc vas-y, slide d'après, je vais partir de cette gymnastique qu'on travaille. Il se trouve que moi, je fais partie d'un groupe de travail sur la notion de droit d'habiter, sur la manière justement dont, finalement, quand on prend ces lunettes des droits culturels, quand on considère la dimension culturelle des autres droits humains, on va venir un peu affiner, peaufiner et élargir aussi les autres droits humains. Et je vais faire ce travail dans un premier temps, et après, je voudrais qu'on explore ensemble, et ça va être aussi le but de la journée, la manière dont finalement, ce qu'a présenté Thomas sur cette notion d'environnement, comment finalement, est-ce que et comment l'environnement, la nature, nos territoires de vie, on l'a vu dans la diversité culturelle, comment ils façonnent aussi notre identité culturelle. Comment finalement la dimension culturelle de la préservation, comment on explore la dimension culturelle de la préservation de l'environnement, mais pour ça, du coup, comment on imagine qu'il y a une dimension environnementale dans la culture. Donc, c'est un peu la fin du discours de la présentation de Thomas. Donc, on a plus de... Donc, juste je fais le petit exercice sur le droit d'habiter. Le droit d'habiter, si on le prend sur les droits fondamentaux, c'est le droit au logement. Donc, le logement, si je vais très très vite, évidemment, c'est beaucoup plus étayé que ça, mais on pourrait dire c'est d'avoir un toit sur sa tête. Un logement, c'est un toit sur sa tête. Mais si on décide de considérer la dimension culturelle du logement, je prends par exemple un groupe, par exemple les gens du voyage. Eux, ils ont une culture de l'habiter qui est nomade. Donc, leur logement, il a des roulettes. Il a des roulettes et il se déplace. Ce qui veut dire que dans une autre culture de l'habiter qui est sédentaire, on peut se dire que dans le respect des droits culturels, nous devons faire une place aux gens du voyage et les accueillir avec respect et dignité pour leurs droits. Donc, on doit aménager des espaces accueillants, d'hospitalité pour ces gens-là. Or, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que non seulement les espaces sont quand même pas très accueillants, je ne sais pas si vous avez déjà vu des aires d'accueil des gens du voyage, on peut faire mieux. Et même, carrément, il y a des endroits où il y a des communes qui ont du mal même à aménager ces espaces, qui sont en résistance par rapport à l'aménagement de ces espaces. Donc là, on voit que tout d'un coup, le droit d'habiter, ce n'est pas juste d'avoir un logement, c'est quel logement et c'est quoi nos modes d'habiter. Et comment, même dans des modes différents, avec des cultures différentes de l'habiter, on va cohabiter et respecter la manière dont les autres ont d'habiter. Sinon, on les contraint à être dans notre manière d'habiter. Donc, on sédentarise. Ce qui se passe en ce moment, on sédentarise les gens du voyage. Et non seulement on les sédentarise, mais dans la manière dont on leur propose de se sédentariser, on leur propose d'habiter dans une maison avec chacun déjà individuel, avec une chambre parentale, une douche, chambre pour les enfants et un petit jardin éventuel. Donc, c'est ce qui a été fait à Nantes, par exemple, dans une zone, sauf que ils sont revenus, donc ils ont construit des cabanes quand même en bois, qui ressemblent à peu près à des mobil-homes, histoire de pas trop... Voilà, et ils sont revenus quelques mois après, et puis c'était le bordel. C'était redevenu une zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'habitent pas dans des logements individuels, ces gens-là. Ils habitent en communauté. Et donc, du coup, ils avaient recréé une communauté, donc c'était redevenu le bordel. Et si on avait pris le temps de considérer leur culture de l'habiter, évidemment, on leur aurait jamais proposé ça, et même, ils ne se sont jamais sédentarisés quelque part. Donc maintenant, je vais un petit peu plus loin, et on inclut la dimension environnementale, en tous les cas, la relation qu'on a à notre territoire, sur cette notion d'habiter. Je prends un exemple qui va nous parler, à certains en tous les cas. À Eau et Rivière, on est une association de pêcheurs à l'origine. Moi, quand je rencontre des pêcheurs, ce qui est frappant, c'est la manière dont leur relation à la rivière
leur relation aux poissons, leur relation aux animaux qui peuplent les bords de cette rivière, fait partie intégrante de la manière dont ils se sont constitués une identité culturelle. Ce qui fait qu'à partir du moment où, par exemple, il y a un aménagement territorial qui fait qu'on n'a plus accès au bord des rivières, bah, on les empêche de vivre leur identité culturelle, puisqu'ils ne peuvent plus aller là où ils se sont construits leur relation au monde, leur relation à l'environnement, leur relation à eux-mêmes. Si en plus il y a une pollution, donc voilà, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de loutres, ou alors on réaménage les berges, donc on empêche la nidification, et bah, toute leur construction relationnelle au monde, aux animaux, aux végétaux, aux paysages, est empêchée et détruite. Donc quelque part, on atteint leur identité culturelle. Et quelque part, on nie leur droit culturel d'exprimer leur culture et de continuer à travailler leur identité culturelle à travers ce mode relationnel au monde. Et là, on introduit aussi peut-être la notion des autres, puisque on pourrait aussi aller un petit peu plus loin et se poser la question de est-ce qu'on a respecté les droits culturels? Il y a beaucoup d'études, alors pas en sociologie, mais en enfin voilà, l'étude des comportements l'éthologie, où on parle de culture animalière. Donc on pourrait se dire que, après tout, on ne respecte pas non plus la diversité culturelle présente dans l'environnement et qui est celle d'autres modes de vie sur cette terre avec lesquels on est en relation et qui constituent une part de la manière dont on se définit, nous, individuellement et aussi collectivement. Et voilà, et pour finir cet exposé, pour ouvrir un petit peu sur une dernière dimension, tu peux descendre, un peu plus large, à la fois dans le temps, dans l'espace et dans cette dimension de culture et donc de savoir. Il y a un rapport de l'UNESCO qui a été réalisé par une autre rapporteuse que Alexandra Xantakis, là, qui souhaite nous rejoindre. C'est bon. Okay, super. Sur l'articulation, en tous les cas, entre le changement climatique et les droits culturels. Donc, je vous ai juste sorti 3 choses, voilà, pour aller sur le temps, l'espace et la culture. Cette phrase, la moitié la plus pauvre de la population mondiale ne génère que 10% des émissions mondiales. À l'inverse, les 10% les plus riches en produisent la moitié. Donc là, on voit bien que notre culture, nos modes de vie, nos manières d'habiter, d'échanger, de produire, de se nourrir, ont une incidence sur d'autres gens qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'habitent pas, qui ne mangent pas, qui ne se déplacent pas de la même manière que nous, et qui, en plus, ont une manière de vivre, d'habiter, de se nourrir et de se déplacer, qui ne crée pas les mêmes externalités négatives que nous. Et non seulement on leur impose notre culture, mais en plus on leur impose nos externalités négatives. Donc, c'est bien une histoire quand même de modèle culturel de l'homme qui a un impact sur aussi le changement climatique et sur d'autres qui ne peuvent plus exprimer leurs droits culturels. La question du temps, aujourd'hui, il y a des espèces qui disparaissent, il y a aussi des espaces qui disparaissent. Et on voit bien que la nature se rappelle à nous, même dans nos modes d'habiter. Par exemple, il y a une inondation, bon, bah, on fortait constater qu'on a les pieds dans l'eau. Donc, mais après, là, les rivières, elles se rétractent. Quand il y a, par exemple, une montée du niveau de la mer, il y a un certain nombre d'espaces qui sont des sources de création d'un patrimoine culturel qui disparaissent. Et de la même manière, il y a des espèces qui disparaissent. Donc, là, on rejoint un peu le concept d'amnésie environnementale, ce qui fait que la culture des gens de demain va être privée de tout un référentiel culturel qui aura disparu du fait des changements climatiques. De même, aujourd'hui, on assiste à des premières migrations climatiques. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont déracinées, ne peuvent plus vivre dans un environnement qui avait créé une culture. Et donc, c'est autant de diversité culturelle qui s'affaiblit, et donc autant finalement de terreau, de création et d'innovation qui disparaît. Et donc, il va venir modifier fortement ce patrimoine de l'humanité et les générations futures. Et voilà, et je terminerai sur la question des savoirs. Aujourd'hui, face au changement climatique, nous, on a une réponse très techniciste. Mais il y a tout un autre système de savoir qui aujourd'hui commence à être mobilisé sur dans certains domaines et qui justement sont riches d'une diversité qui permettent d'aller vers une innovation plurielle pour faire face à ces changements climatiques. Et donc, c'est très important de considérer les savoirs de ces autres cultures, de ces autres personnes, qui vont nous donner des clés à nous aussi, évidemment, dans cette dynamique collective.
Merci de votre attention. C'était riche, c'était dense.